Tranche de couple, Un podcast de Guillaume et Max. la vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 19e épisode du podcast... Non, Max, tu ne te marres pas. Je disais donc pour ce 19e épisode de notre podcast Tranche de couple. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. Comme toutes les 2 semaines. Voilà, et on commence cette semaine par une rubrique d'actu qui va pas vous surprendre, un peu tournée autour... Non mais leur dis pas, ils vont deviner petit à petit. Oui, et puis sans doute pas du tout, je pense, au vu des derniers épisodes non plus, et de nos vies tout simplement. Max, tu vas commencer cette rubrique actu en nous introduisant un sujet, ma foi, qui en France n'a pas fait n'a pas eu autant d'impact qu'on aurait aimé qu'il l'ait. Et oui, effectivement, Guillaume, je voulais qu'on parle un tout petit peu du plan de relance proposé par la France et l'Allemagne le 18 mai. Une initiative qui, effectivement, a été davantage couverte en Allemagne qu'en France, il semblerait, dans les médias, dans les journaux télévisés notamment. Ce qui, on l'avait déjà mentionné la dernière fois, n'est pas forcément surprenant, mais un peu dramatique et un peu dommage. Exactement. Chips. Alors pourquoi est-ce que cette initiative a le mérite d'être soulignée et pourquoi a-t-elle vu le jour aussi Alors vous vous souviendrez peut-être que la Cour constitutionnelle allemande, la Cour de Karlsruhe, avait rendu un arrêt il y a quelques semaines maintenant qui venait remettre en cause un petit peu l'équilibre et surtout la légitimité de la Cour de justice des communautés européennes, la seule qui est normalement apte à interpréter l'application ou la conformité avec les règles et directives européennes. Donc ce que la Cour de Karlsruhe avait dénoncé, c'était finalement d'avoir un peu dévoyé la mission de la BCE en s'endettant pour favoriser la croissance, alors que son mandat, c'est de limiter l'inflation. Donc ils avaient un petit peu... ce que disait la Cour de Karlsruhe, c'est que dans l'état actuel, ça se faisait aussi au détriment finalement des épargnants allemands, et donc c'était problématique. Et donc face à ça, Angela Merkel finalement quelques jours après avait finalement dit que ce qu'il fallait c'était peut-être repenser, aller plus loin dans l'intégration européenne, ce qui était plutôt une bonne chose puisque on était tous effarés finalement de la porte ouverte que représentait cet arrêt de la Cour de Karlsruhe. Puis c'est surtout une bonne chose que l'initiative vienne de l'Allemagne. Pour plus d'intégration. Et donc, c'était un commentaire qui avait été noté. Et par ailleurs, vous le savez, les États européens sont toujours en train de définir les modalités de leur plan de relance, notamment au travers du prochain budget financier pluriannuel. Et donc, c'est finalement arrivé de manière assez surprenante parce qu'on ne s'y attendait pas complètement. Et surtout, le contenu nous a surpris. Le 18 mai, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont fait une proposition conjointe sous une forme un peu inédite, puisque c'était une conférence de presse conjointe, mais à distance. Donc avec, à Paris, Covid oblige. Angela Merkel qui apparaissait sur un écran à côté d'Emmanuel Macron, et puis à Berlin, à l'inverse, Emmanuel Macron qui était sur un écran à côté d'Emmanuel Macron. C'est pas le moment d'avoir une panne d'Internet. Exactement. Qu'est-ce qu'ont proposé Angela Merkel et Emmanuel Macron, et en quoi est-ce que c'est surprenant et que ça représente une avancée significative ? Donc, ils ont proposé un plan de relance européen pour faire face à la crise du Covid de 500 milliards d'euros. Et ceci au travers d'un mécanisme qui est complètement inédit de mutualisation de la dette européenne. Puisqu'en effet, il s'agit d'avoir recours à l'emprunt sur le marché au travers de la Commission européenne qui s'endetterait pour 500 milliards d'euros. Un emprunt qui serait du coup garanti par les États membres de l'Union européenne. Mais surtout, ce serait bien ensuite reversé aux États sous forme de dotation, sous forme de subvention, et non pas sous forme d'un prêt qui serait à rembourser. L'objectif étant d'aider les pays européens, les secteurs, les régions les plus touchés. Et donc, c'est bien là, finalement, la nouveauté, et pour la raison pour laquelle cette proposition est si étonnante, c'est que l'Allemagne s'était jusqu'ici toujours déclarée opposée à un mécanisme qui constituerait à, finalement, créer de la dette, mutualiser de la dette entre les pays européens, et surtout que ça soit distribué sous forme de subvention et non pas sous forme de prêt remboursable. Donc, c'est une évolution substantielle de la position allemande
qui de manière tout à fait étonnante a été ensuite salué par un grand nombre d'acteurs allemands. Donc naturellement, l'Allemagne s'est retrouvée face à ces contradictions à cause de l'arrêt de la Cour de Karlsruhe, et il n'est pas certain que sans cet arrêt, l'Allemagne se serait mis dans cette position, enfin Angela Merkel aurait poussé cette position. Mais néanmoins, c'est logique, puisqu'il n'est pas possible finalement que la BCE finalement joue ce rôle, puisque c'est un peu en dehors de son mandat. Finalement, il faut trouver un nouveau mécanisme, une nouvelle manière de faire qui permette de soulager la BCE et en même temps qui permette d'aller de faire ça de manière correcte, entre guillemets. Alors, ça n'est pas gagné, hein, parce que un certain nombre... voilà, si bien sûr, il a été dit, et on ne pourra pas le confirmer, que la France et l'Allemagne avaient consulté, ou en tout cas informé certains États membres de cette idée. Certains ont été immédiatement. Allez, on commence au plus chiche. Donc l'Autriche, les Pays-Bas et le Danemark. Oh, c'est pas sympa de balancer. Oh, c'est pas sympa. Ont fait savoir leur réticence, déclarant que s'ils étaient tout à fait prêts à ce qu'on puisse faire des prêts aux pays les plus touchés, il n'était pas acceptable pour eux encore, ils n'étaient pas prêts à accepter que ce soit finalement des subventions non remboursables. C'était eux qui avaient déjà râlé sur les coronabons, non ? Ah oui, finalement c'est la même histoire, hein. On en parle. L'avantage c'est que maintenant on sait qui est qui. On en parlait, sachant que l'Allemagne était plutôt opposée au coronabon, vous vous en souvenez. Et puis finalement, c'est pour ça que le retour de veste d'Angela Merkel a été un petit peu la surprise stratégique qui est arrivée. Mais c'est aussi positif parce que c'est le retour du moteur franco-allemand dans l'Union européenne qu'on attendait tous depuis le début de cette crise. Exactement, et c'est vrai qu'on attendait finalement que le moteur, avec le Brexit, l'élection d'Emmanuel Macron, le renouvellement d'Angela Merkel, on avait une certaine période finalement assez longue où le couple franco-allemand pouvait être à l'initiative et où finalement il n'y a eu en réalité aucune initiative, parce que si Emmanuel Macron a effectivement tendu un certain nombre de perches, hein, en réalité en Allemagne, que dalle. Et donc finalement, voilà, on a aujourd'hui une vraie proposition qui a été mise sur la table, qui a été saluée par un certain nombre d'États membres, un certain nombre aussi de spécialistes. Alors la Commission européenne, elle doit présenter le 27 mai son propre plan de relance, donc avec un nouveau budget mis à jour pour les 7 prochaines années. Et naturellement, on peut s'attendre à ce qu'elle s'appuie quand même en partie sur la proposition franco-allemande, même si certaines fuites dans la presse laisseraient entendre que la Commission européenne, elle, serait plutôt sur le trillion d'euros, donc 2 fois en gros la taille du plan de relance proposé par la France et l'Allemagne. Dans tous les cas, la proposition donc, de la Commission sera présentée le 27 mai, et ensuite les chefs d'État et de gouvernement devront normalement se mettre d'accord lors de leur sommet du 18 et du 19 juin, donc les choses ne sont pas terminées, mais en tout cas, initiative franco-allemande à saluer, parce que finalement, vu l'ampleur de la crise, et notamment pour certains pays comme l'Italie, l'Espagne, ça, c'est vraiment économiquement, c'est un peu un tournant. Soit l'Union européenne est capable de montrer une vraie solidarité, soit il y a un vrai risque pour la survie du projet européen. Merci Max. C'était une belle rubrique pour commencer l'actu. Moi, je vais un petit peu long, je suis désolé, mais... oui, mais bon, c'est un peu technique. On aime bien aussi faire des sujets dans lesquels on va à fond, et Max maîtrise quand même mieux que moi ces sujets, notamment européens. Et donc moi, je vais passer à des sujets un peu plus légers, n'est-ce pas ? On va parler déconfinement, on va parler soleil, on va parler parc, enfin pas pour tout le monde puisqu'ils ne sont pas rouverts partout. On va parler parfois, ils n'ont des pas été fermés non plus. Parfois, ils n'ont pas été fermés, mais en tout cas, ils ne sont pas ouverts partout, ça c'est un fait. On va parler quatorzaine ou pas, on va parler vacances d'été. Donc le déconfinement a commencé à peu près dans toute l'Europe maintenant. Il y a des pays qui ont commencé plus tôt, notamment les pays baltes, les 3 pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie, qui ont commencé à autoriser les voyages entre eux dans un premier temps, puisqu'ils avaient suffisamment maîtrisé la pandémie, l'épidémie pour le permettre. En Belgique et en France, c'était il y a quelques jours que le déconfinement a commencé de façon un tout petit peu différente, puisqu'on est passé d'un confinement où les mesures en Belgique étaient quand même moins strictes qu'en France, globalement. Pas d'autorisation de sortie, pas de limitation, notamment pour le sport, les sorties autour du domicile, à un déconfinement un poil plus strict en Belgique, avec notamment, nous avons en Belgique
le gouvernement a demandé aux gens de limiter le nombre de contacts réguliers à 4 personnes à identifier. Les dites 4 personnes doivent aussi s'engager à ce que vous fassiez partie, si vous les voyez, des 4 personnes qu'elles voient régulièrement. Bon, l'objectif derrière, évidemment, c'est tout à fait louable. C'est l'objectif de pouvoir limiter les contacts dans un sens. Et dans l'autre sens, c'est aussi de pouvoir plus facilement tracer, puisque tous ces pays ont mis en place un système de traçage des malades du Covid et des gens avec qui ils ont été en contact pour prévenir... pour pouvoir les prévenir au cas où l'une personne soit détectée positive. C'est une de ces premières mesures. On a aussi eu des différences dans la façon d'autoriser ou non l'entrée d'étrangers sur le territoire. En France, en Belgique, les voyages impérieux sont autorisés uniquement pour l'instant, mais sans quarantaine, en tout cas pour les passagers venant de l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni et l'Espagne ont d'ores et déjà annoncé qu'ils mettraient en place une quatorzaine, une forme de quarantaine de 14 jours, pour les les voyageurs qui rentrent sur leur territoire. Et ce, au moins jusqu'au début du mois de juillet, l'Espagne venant par ailleurs d'annoncer que les touristes pourraient revenir sur son territoire à partir de juillet. Olé. Sachant que, effectivement, on regardera aussi ce que dit la Commission européenne vis-à-vis du Royaume-Uni. Parce que, naturellement, le Brexit a eu lieu, mais on est encore dans la période de transition, c'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre, le Royaume-Uni est censé appliquer la libre circulation des personnes encore, l'Espagne aussi. Comme l'Espagne, et donc la Commission européenne a dit qu'il serait attentif pour vérifier comment tout ça se passerait. Ça vient dans le nombre d'entorses qui ont quand même été faites aux règles préexistantes, temporaires, c'est des entorses temporaires, mais pendant cette crise, et c'est vrai qu'on étudiera avec attention ce qui va se passer. Sachant que, quand même, il faut reconnaître les choses, les règles de Schengen prévoient qu'il est possible, à titre exceptionnel, de fermer les frontières, comme ça avait été le cas en France après les attentats terroristes. Oui, et comme ça a été le cas dès le début dans certains pays, la République tchèque, la Hongrie notamment, qui ont très vite fermé leurs frontières. On regrettera peut-être dans ce déconfinement, mais bon, c'est un regret depuis le début de la crise, qu'il n'y ait pas une meilleure coordination européenne. On rappellera aussi que c'est pas que la faute de l'Union européenne, puisque ce n'est pas une compétence, notamment la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Et quand on parlait de plus d'intégration, quand Mme Merkel parlait de plus d'intégration, peut-être qu'on pourrait envisager une autre intégration, en tout cas d'intégrer ce genre d'événements dans une possible réaction à l'échelle de l'Union européenne qui aurait eu du sens, mais qui serait compliqué à mettre en place. Ce serait carrément un pilier de plus pour l'Union européenne, et peut-être qu'en ce moment ce n'est pas la priorité. Dernière actu pour ce déconfinement, on se sent tous les deux beaucoup plus légers, non pas parce qu'on s'est mis au sport, ça faut pas déconner, on ne va pas s'y remettre tout de suite, faudrait pas prendre trop de risques, mais parce qu'on est tous les deux passés chez le coiffeur. Tada, les coiffeurs ont rouvert en Belgique depuis ce lundi, encore une mesure un peu plus stricte qu'en France, puisqu'en France les coiffeurs ont rouvert la semaine dernière. Ces messieurs dames ont pu se précipiter chez leurs esthéticiennes, chez leurs coiffeurs. C'est génial, on ressort, on déconfine, mais on reste prudent et on porte un masque quand on est en présence des autres. Exactement, les mesures barrières, c'est important. Rubrique suivante. De quoi tu veux nous parler, Max ? Et oui, alors, qu'est-ce qu'on a fait comme d'habitude, télétravail, avec néanmoins, pour moi, reprise de quelques allers-retours avec le bureau, oui, effectivement, pour quelques réunions physiques ou par visioconférence, toujours avec des mesures de distanciation sociale. Moi, c'est tellement glauque que j'y suis allé une fois, j'y retourne pas. Ouais, il faut dire que toi, ils ont coupé l'électricité, donc c'est quand même pas simple. Alors que nous, il n'y a pas grand monde qui est au bureau, mais c'est vrai que parfois... Il faut dire que tu as un nouveau chef qui est arrivé aussi, voilà, qui arrive en pleine mesure de coronavirus. C'est pas simple, et du coup, notamment pour l'aider un petit peu dans ses premiers rendez-vous, le fait de pouvoir être physiquement pas très loin de lui durant ses premiers entretiens est plutôt une bonne chose. Après, bien sûr, au fur et à mesure du déconfinement progressif qui sera prononcé par les autorités belges, j'imagine que progressivement aussi, le nombre de personnes qui reviendront au bureau sera plus grand, même si, soyons honnêtes, on ne s'attend pas à ce qu'on ait un retour à la normale, à tout le moins avant septembre. Et même après septembre,
y aura-t-il un vrai retour à la normale ou y aura-t-il un nouveau new normal, comme on dit, notamment quelle sera la proportion du télétravail? Est-ce qu'il y a des gens qui vont continuer à faire du télétravail en partie ou en totalité? Je pense qu'il y a certaines choses qui vont pouvoir évoluer et ce sera pourquoi pas une mauvaise chose. On en parlait justement récemment, notamment en termes de pollution, saturation des transports, notamment en Belgique, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Si il y avait 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine de télétravail répartis dans la semaine, peut-être que ça favoriserait aussi une meilleure qualité de vie et une moindre pollution de l'air ambiant et des moindres bouchons. Alors ces 2 dernières semaines, on a eu aussi plutôt chaud, Guillaume. Ah oui, chaud. On a inauguré la terrasse, on a inauguré le balcon. On a bien profité de nos espaces extérieurs quand même. Y compris pour faire du télétravail à l'extérieur sur notre terrasse. Ça, c'était chouette. Télétravail à 2, c'était chouette. Hier, il faisait limite trop chaud pour faire ça. C'est terrible, la Belgique. C'est un peu comme disait l'humoriste dont on vous a posté la vidéo le jour sur Facebook, c'est-à-dire que la Belgique, c'est 4 saisons, mais dans la même journée, quoi. Ah, ça c'est sûr, c'est difficile de trouver une temporalité. C'est sûr qu'il n'y a pas des saisons très fixes. Niveau régularité, c'est un peu compliqué, mais on se fait très bien. Hein. Et comme dit le dicton, quand vous vous rendez compte qu'il est temps de faire un barbecue, c'est déjà trop tard. Donc, faites des barbecues. Voilà. Et surtout, ayez de quoi faire les barbecues tout de suite, immédiatement dans votre congélateur, parce que sinon ça ne marchera pas. Et les barbecues à gaz, comme ça vous tombez quasiment pas en rade. Ouais, ça c'est chouette. Non, c'est 3 conseils très importants. On dirait pas comme ça, mais on a beaucoup apprécié d'en avoir bénéficié. Pour le moral, c'est très très bon. Yes. Sinon, on continue à faire du vélo et des grandes balades. On est très content et finalement, c'est un petit peu la découverte de la forêt de Soignes, qui est pas très loin de chez nous et dans lequel on peut vraiment faire des belles balades à pied, à vélo, en poussette, en trottinette. Voilà. Et en toute distanciation sociale, parce que c'est quand même très très grand. Voilà, et du coup, c'est assez chouette et on a continué à faire ça ces derniers jours, notamment pour aller voir quelques personnes qu'on a pu voir, puisque effectivement, le gouvernement belge, dans cette première phase de déconfinement, nous a autorisé, gracieusement, à aller voir 4 personnes extérieures à notre foyer. Alors, 4 personnes, normalement, qui eux-mêmes doivent voir les mêmes 4 personnes. Enfin, l'objectif est ou les mêmes 4 foyers. De faciliter la traçabilité en cas de... Voilà. Et donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien en Belgique, avec des chiffres qui diminuent et un meilleur tracing des foyers de contamination, de nouvelles contaminations. Yes. Et puis, on s'occupe aussi, puisqu'on a lancé de nouveaux travaux de peinture. Ah oui, j'adore la peinture. Puis en plus, on les fait bien, donc maintenant on met le scotch de masquage qu'il faut enlever à chaque fois, tout ça, c'est terrible. Et donc oui, on a commencé la peinture, on s'est lancé dans la couleur aussi, puisqu'on rajoute du bleu sur des murs blancs. Dans la chambre, c'est chouette. Dans notre chambre, c'est assez chouette. Ça, c'est juste un mur pour apaiser un peu, ne pas faire une pièce toute blanche. Et puis on s'est attaqué à une autre chambre, une autre des 3 chambres. En fait, les 3 chambres étaient à rafraîchir, et donc on s's'est attaqué à la 2e. La suite des amis. C'est ça. Et elle sera terminée d'ici quelques jours. Et puis, de toute façon, il nous restera toujours encore un peu de travail pour cet été ou un peu plus tard, en tout cas dans l'année, puisque malgré toutes ces activités qui reprennent, on est toujours dans l'incertitude sur notre planning pour l'été. On se pose toujours des questions. Enfin, j'avoue qu'on a arrêté un peu de se poser des questions et qu'on attend aussi un peu de voir comment ça va se faire. On a flexibilité totale, on partira quand on pourra partir et on arrivera quand on pourra arriver. Effectivement, grosse interrogation sur notre planning d'été. Comme vous, on imagine, chacun essaie de faire des plans différents. Alors on verra bien. Mais ce n'est pas que les plannings d'été, c'est aussi les week-ends qu'on avait prévus, qu'on avait déjà réservés. On avait prévu notamment d'aller à Hanovre. Et c'est un week-end malheureusement qu'on a dû reporter, notamment parce que les frontières belges ne sont pas vraiment ouvertes. Elles restent fermées, sauf en cas d'impératifs professionnels ou familiaux. Et donc notre petit voyage, notre petit week-end pour aller voir des amis à Hanovre ne faisait pas malheureusement partie des impératifs. C'était encore un peu tôt, pas raisonnable. Mais on a promis qu'on allait le remettre du coup un peu plus tard cette année, sans faute. Voilà, et on avait quelques week-ends en France prévus en juin, notamment pour des fêtes de famille et religieuses. Et malheureusement, ça aussi, ça sera reporté. Voilà, mais bon, c'est comme ça, on prend les choses plutôt du bon côté. Comme l'a dit Guillaume, on a encore
un petit peu de peinture et d'aménagement à faire, notamment dans le studio dans lequel on enregistre, qui est accessoirement aussi mon bureau et accessoirement la troisième chambre. Donc, on aura quand même de quoi s'occuper. Voilà, c'est fini, je pense, pour cette rubrique. On passe à la suivante. Absolument, rubrique Belgitude, rubrique Magritte, rubrique Ceci n'est pas une pipe. Aujourd'hui, on va vous parler aussi d'une des conséquences du déconfinement qu'on a beaucoup apprécié, c'est la réouverture des friteries. Oh oui, oui. La friterie Flagey a rouvert ses portes. On est allé dimanche dernier chercher de quoi accompagner notre barbecue, formidable barbecue du jour. Eh ben, on dira ce qu'on voudra, mais il n'y a rien de meilleur que des frites de la friterie. Et oui, parce que en fait, cette friterie, elle avait été fermée un petit peu abruptement. Oui, parce qu'ils avaient le droit. Et pendant tout ce confinement, oui, parce ils sont dehors, donc les clients sont dehors, donc mais eux sont un petit peu confinés à l'intérieur. Puis un peu, ouais. Et donc voilà, c'est vrai que en plus, c'est un peu une bonne action. Parce qu'il y a un peu des stocks de patates finalement en trop. Et donc, voilà, manger des frites, je crois que c'est bon pour l'économie et bon pour éviter de jeter des pommes de terre. Mais tu voulais, Guillaume, nous faire un petit retour historique. Oui, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de la frite, mais c'est le plat finalement et c'est idéal pour lancer une petite pique belgo-française, puisque l'origine de la frite n'est pas très claire aujourd'hui. On sait que elle est apparue en Belgique et en France à peu près dans les mêmes années, c'est-à-dire, semble-t-il, vers la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. L'origine de la pomme de terre frite, de la frite, c'est la pomme de terre frite, donc cuite dans l'huile. Jusque-là, pas de surprise. Et puis là, on a deux histoires qui coexistent. Une histoire en Belgique avec un historien qui, dans les années 85, avait publié dans un hebdomadaire un grand article expliquant que son aïeul, déjà en 1680, avait déjà mentionné l'idée, en tout cas, d'une sorte de pomme de terre frite dans la région de Namur et de Dinan. Et puis, en France, on soutient que la frite serait née pendant la Révolution, en 1789, sur les ponts de Paris. Voilà, ces deux histoires qui coexistent. Ce qui est aussi intéressant, on ne sait pas, c'est un peu qui de la poule, qui de l'œuf. Enfin bref, c'est une jolie petite guerre sans conséquences. Sachant que les Américains, eux, ont réglé le problème, puisque aux États-Unis, on n'achète malheureusement pas des Belgian fries, même si je voudrais rendre à la Belgique ce qui est à la Belgique, mais des French fries. Et pour l'anecdote supplémentaire, pendant la guerre en Irak, alors qu'on se souvient, probablement si on est un peu âgé, du fameux discours de Villepin, de Dominique de Villepin à l'ONU, et la non-participation de la France et d'un certain nombre de pays à cette guerre, en mesure de rétention, autre que le Roquefort, les États-Unis avaient aussi changé le nom de la frite de French fries à Freedom Fries. Ils avaient effectivement débaptisé sur tout leur menu et c'était devenu un élément très politique. Mais on est enfin revenu quand même aux French Fries. Conséquence. Ce qui fait quand même bisquer nos amis belges et on peut les comprendre. Et pour terminer juste sur la cuisson de la frite, il faut savoir qu'en Belgique, ce qui fait qu'elle est croquante à l'extérieur et fondante à l'intérieur, c'est qu'elle est double cuite. D'abord dans la graisse de canard et ensuite dans l'huile. Voilà. C'était notre point frite. Alors, on aborde une rubrique dont on ne vous a pas parlé depuis un petit temps. Un petit peu qu'est-ce qui se passe en dehors des frontières de l'Union européenne, on peut le dire maintenant, côté États-Unis notamment et côté britannique. Guillaume, petite... Bon, on va juste vous suggérer de ne pas trop écouter les conseils de Donald Trump, qui a récemment conseillé deux choses. La première, c'était de boire de l'eau de Javel. Si ce n'était que deux choses. Ouais, bon, voilà, je pense que c'est les plus dramatiques, en tout cas à l'échelle individuelle. Boire de l'eau de Javel pour aseptiser son corps, la première. Et puis la deuxième, c'est prendre régulièrement de l'hydroxychloroquine. Un grand fan du Dr Raoult, ce cher Trump. Pour limiter les risques que le Covid vous saisisse, sachez que dans un cas comme dans l'autre, c'est pas forcément à votre avantage de suivre ces conseils. Je vous laisse vous renseigner, il y a des sites très bien faits, notamment, comme on vous l'a déjà dit, le site de l'OMS, le site du Monde. Il y a une étude qui vient de paraître dans le magazine américain The Lancet, avec quasiment 100 000 patients, donc
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour dire que ce n'est pas une étude qui a été réalisée a priori ou sur le moment comme on le fait habituellement, et notamment que c'est l'essai Discovery qui a été lancé par la France au niveau européen, qui est un essai où on lance vraiment des patients, on étudie vraiment la réaction d'un patient à un moment donné à un médicament, mais c'est une étude a posteriori. Ouais. C'était pas très sympa pour eux. C'est une étude a posteriori où on étudie les résultats une fois que les patients, on prend des patients d'un certain nombre de groupes pour faire un équilibre et on étudie les résultats sur ces patients. Et sachez que l'hydroxychloroquine est malheureusement prise à trop haute dose, mauvaise pour le cœur et les gens qui ont des cœurs un peu fragiles. Brexit. Et oui. Et côté Brexit, voilà, je veux pas rentrer dans trop de détails. On l'avait presque oublié. Mais si vous n'avez pas trop entendu parler des négociations sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, en fait, il y a une vraie raison. En fait, c'est qu'on est au point mort. Alors, naturellement, pendant le début du Covid, la phase de confinement, il n'y a pas eu de réunion. En plus, Michel Barnier a eu avec son équipe le Covid, donc ça n'a pas aidé. Mais surtout, depuis qu'ils ont recommencé les rounds of negotiations, les réunions de négociation sur l'accord futur, en réalité, les Britanniques ne sont pas du tout enclins à négocier. Ce qu'on a l'impression, donc on n'a pas avancé, pour être clair, en fait on a l'impression que Boris Johnson et son gouvernement finalement n'ont pas envie de faire des concessions, sachant qu'effectivement l'accès au marché européen est quand même, ça place l'Union européenne en position un petit peu plus de force que le Royaume-Uni, mais bon, ça c'était attendu. Et puis surtout, il ne veut pas se conformer à ce qui était agréé dans l'accord politique pour le Brexit, justement. Bon, ça, on s'y attendait aussi. Et donc, finalement, les Britanniques, le gouvernement britannique semble se résigner à ce qu'il n'y ait finalement pas d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et donc peut-être à négocier quelque chose dans la durée, domaine par domaine, finalement, dans une approche qui les intéresserait, parce que eux, il y a certains sujets sur lesquels ils sont intéressés de négocier, mais pas forcément sur l'intégralité des champs. Ça veut dire naturellement que l'impact pour l'économie britannique sera fort, mais l'impact sera aussi fort pour l'économie européenne. Ne soyons pas, il faut en être conscient. Il n'y a pas que le Royaume-Uni qui va y perdre. Nos économies sont quand même très intégrées. Alors, côté Union européenne, on aura la chance quand même de pouvoir compenser un petit peu avec le marché intérieur, mais ça va quand même être compliqué. Et il semblerait que finalement, Boris Johnson et son gouvernement se disent que on pourra peut-être cacher un petit peu les conséquences dramatiques par finalement la crise du Covid. Oui, l'économie a subi un coup de fouet vraiment terrible à cause du Covid. Donc finalement, on pourra dire que c'est la faute du Covid et pas la faute de l'absence d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Voilà. Et en parallèle, ils ont lancé des négociations pour un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et je sais pas, mais mon petit doigt me dit que ça va pas forcément être plus simple non plus pour eux de trouver des avantages dans une négociation de libre-échange avec les États-Unis. J'ai déjà entendu ça quelque part en plus. Alors Guillaume, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui dans ta rubrique culture, sortie dans cette rubrique culture sortie, je vais revenir très rapidement, je vais essayer en tout cas, sur un tweet ou une photo Instagram postée par le baryton allemand Michael Wohl, qui a posté sur Instagram il y a quelques jours la photo d'un avion qu'il a pris plein, blindé, pas de distanciation sociale, chacun avec son masque, soit, mais pas de distanciation sociale entre les passagers. Et puis, quelques heures après, il poste une photo prise au Stade Theater de Wiesbaden, à l'Opéra de Wiesbaden, montrant pour le coup là des rangées très clairsemées de gens assistant à un concert avec des masques en couple comme ils le pouvaient, mais avec 3 sièges minimum décalés d'une rangée sur l'autre, et s'interrogeant à l'instar d'autres chanteurs, chanteuses, notamment Anna Netrebko et Sonia Yoncheva, sur la différence de traitement entre le secteur aérien et le secteur culturel. Alors ça nous permet de revenir rapidement sur cet enjeu
Puisqu'effectivement, on peut se poser la question de pourquoi des gens pourraient rester 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire plus sur des vols transatlantiques ou au-delà dans un avion, avec un masque, soit, mais à côté, genre coude à coude avec la personne d'à côté, alors que dans les salles de spectacle, on nous dit que c'est difficile de les rouvrir parce qu'il risque d'y avoir des problèmes de contamination, voilà, des choses comme ça. On pourrait s'interroger sur pourquoi ne pas mettre en place, après les attentats terroristes, la vague d'attentats terroristes de la moitié des années 2010, un certain nombre de lieux culturels, de salles de spectacle, de musées, de festivals avaient mis en place des systèmes de sécurité à l'entrée des portiques pour détecter les ceintures d'explosifs et les armes. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose aujourd'hui à l'entrée des opéras, à l'entrée des théâtres, à l'entrée des cinémas, avec une batterie de mesure pour scanner la température des gens? On sait que ça existe. Il y a des mesures qui sont déjà prises. On évite les vestiaires, on demande aux gens de ne pas venir avec sac et manteau pour éviter qu'il y ait des objets qui se baladent un peu partout. On ne fait pas d'entracte, donc on fait des spectacles un peu courts pour limiter les interactions aussi entre les gens. Mais franchement, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence de traitement entre l'aviation et le spectacle. Ça vaut aussi dans une mesure différente, mais pour les cultes, même si on a bien vu, notamment récemment en Allemagne, début mai, une quarantaine de personnes ont été contaminées lors d'une messe au moment de la reprise des cultes en Allemagne au début du mois de mai. 6 d'entre elles ont été hospitalisées. Ça montre qu'il ne faut surtout pas baisser la garde, qu'il faut être vigilant sur les mesures, mais que peut-être on pourrait aller vers des mesures un peu plus intelligentes vis-à-vis de domaines qui, s'ils ne sont pas d'une rentabilité monstrueuse pour l'État, apportent en tout cas, on va appeler ça une distraction, même si j'aime pas tellement le mot, mais pour tout un chacun et permettent aussi à tout un secteur de reprendre. En France, le secteur de la culture, c'est quasiment 1,5 million de personnes qui sont concernées d'emplois, concernées directement ou indirectement, par exemple. Et oui, et je pense qu'effectivement, c'est une question un peu plus large que simplement les endroits culturels, parce que c'est aussi... tu me diras, les cinémas, c'est aussi peut-être de la culture différente. Oui, c'est de la culture. Mais l'idée de rassembler des gens, en fait, c'est ça qui fait peur aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on rassemble des gens dans un avion avec une clim en plus Alors, est-ce que malheureusement, j'ai résisté, mais je vais le dire quand même, c'est pas qu'une clim, c'est aussi un système de filtration. On a montré qu'en réalité, le système de filtration dans les avions fonctionnait quand même relativement bien, ce qui fait qu'il n'y avait pas de propagation du virus. La seule propagation du virus qu'on notait dans les avions, c'était si une personne, en gros les personnes qui sont situées autour de la personne qui est contaminée, le siège devant, le siège derrière et les personnes qui sont à côté. Ce que, effectivement, normalement, porter un masque permet d'éviter ces projections-là. Alors peut-être que dans les opéras, cinéma et autres, c'est peut-être pas une clim qu'il faudrait, mais c'était un système comme on a dans les avions de filtration de l'air. Peut-être que c'est aussi une idée envisagée. Ouais. Après, l'air dans ces salles de spectacle est moins confiné aussi, entre guillemets, que dans un avion. Certes. Enfin bref, je maintiens qu'il y a probablement un certain nombre de mesures qui pourraient être prises. L'Allemagne est pionnière en la matière sur la culture. Ils vont nous servir probablement de baromètre pour les mois qui viennent. On en reparlera dans le prochain épisode, notamment pour tout ce qui est orchestre et musicien. Et alors peut-être qu'on pourrait aussi profiter, au moins pour cette période, où il fait suffisamment beau, chaud, où il pleut pas, peut-être d'utiliser aussi des infrastructures extérieures, parce qu'on sait qu'il est plus difficile de choper le virus dans des environnements non confinés. Et donc des anciens théâtres gallo-romains ou des structures éphémères extérieures, peut-être des stades de foot. Le festival d'Orange qui a lieu dans le théâtre gallo-romain d'Orange a malheureusement été annulé. On aurait pu se poser la question, sachant qu'en Italie, le festival de Macerata, festival d'opéra aussi, a été maintenu avec un grand nombre de mesures mises en place, évidemment, sur comment la gérer. Mais il y a des solutions, on a les endroits qu'il faut, les arènes de Nîmes, les arènes de Vérone. Il y a un certain nombre de festivals d'été qu'on lieu dans des carrières, qu'on lieu à l'extérieur, qu'on aurait pu ne pas annuler, mais que tout le monde a dû annuler
on aurait pu ne pas les annuler et trouver des systèmes pour mettre et les je pense les qu'il gens n'est pas les uns à facile côté d'être un des autres. dirigeant politique dans ces périodes parce que Je pense, mais il n'est si... pas facile de ne pas avoir de ministre de la Culture non plus. Pardon, je dérape. Aïe, aïe, aïe. Ben, tu sais, en Belgique, il y en a trop. Hein. Oui, en C'est pas Belgique, pour il y en a autant trop, qu'il y a en plus France, de... en France, il il y n'y a en a plus pas. de... Comme quoi. Ah, les extrêmes, finalement, c'est pas terrible non plus. Non. Bon, enfin bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule culturel. Aujourd'hui, j'ai défendu mon beefsteak. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'applicatifs pour les vélos, puisque on a dit dans cette période de déconfinement, il y a un regain d'intérêt pour le vélo, et c'est une excellente chose. Des infrastructures temporaires, et on espère peut-être rendues permanentes, qui sont développées. Ce qu'on aimerait vous partager aujourd'hui, c'est... je voudrais vous parler de 2 applicatifs pour des vélos. L'un qu'on utilise et l'autre que j'ai découvert récemment. Le premier, donc, ça s'appelle Beeline. Et en gros, l'idée, c'est un petit peu comme un GPS pour vélo, et du coup simplifié. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas tous un support pour son téléphone sur le vélo. Puis d'ailleurs, moi, je trouve ça moche. Voilà, donc l'idée, c'est en gros de faciliter la découverte de l'environnement, découvrir de nouveaux parcours et puis se balader tout simplement avec finalement ce truc qui est un petit peu plus gros qu'une pièce de 2 euros, qui a un support super bien fait, donc vous pouvez l'accrocher facilement sur votre cadre de vélo. Ça utilise finalement le GPS de votre téléphone. Et donc, vous avez une appli sur votre téléphone, vous indiquez la destination où vous voulez aller, et ensuite, vous choisissez, il y a 2 modes, soit le mode exploration, où simplement, donc le Beeline va vous indiquer par une flèche la direction dans laquelle se trouve votre point de destination, et là, c'est un peu à vous de vous balader et de prendre les chemins que vous pouvez. Et ça, je trouve c'est assez intéressant parce que tu veux globalement savoir où tu veux aller, mais tu t'en fiches un peu de savoir de prendre le chemin que tu prends habituellement. Et donc, voilà, là, c'est vraiment le mode exploration. Au risque de tomber sur une route pavée. Voilà, ou de tomber sur une rivière avec sans pont, parce que tu n'as pas pris en compte. Et alors pour ça, il y a aussi un mode d'aide à la navigation, où finalement, Beeline te propose des points de passage que tu peux aussi modifier sur l'application. Et donc là, finalement, le Beeline va te faire aller de point de passage en point de passage, toujours avec cette flèche qui finalement s'oriente devant ton vélo et qui te permet de savoir, là, il faut que tu ailles pendant 200 mètres plutôt sur la droite. Et puis ensuite, quand tu as atteint le point de passage, hop, tu vas dans une autre direction pendant 1 kilomètre. Et puis, voilà, comme si tu arrives à ta destination. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment super parce que j'aime pas sortir mon téléphone pour regarder où je suis et essayer de voir où est-ce que je dois aller pendant que je suis en train de faire du vélo. Je trouve que avoir son téléphone fixé sur son cadre de vélo, c'est pas génial. Moi j'aime pas trop esthétiquement et puis J'aurais surtout peur qu'il se casse la figure malgré toute la solidité qu'on peut attendre des quadlocks et compagnie. Quand on connaît le prix des téléphones, faut pas me faire... Et donc là, le téléphone, il est bien rangé dans ton pantalon ou dans ton sac à dos. Ah non, pas dans la poche, attention, les ondes. Voilà. Et du coup, tu peux découvrir ton environnement, explorer, tout en étant sûr à peu près d'arriver là où tu dois aller. Et voilà, moi je trouve que ça, c'est un super utilitaire, applicatif. Et donc, on vous mettra sur Twitter le lien de Beeline. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Le deuxième applicatif dont je voulais vous parler, c'est du coup, pour le coup, une application qui, elle, s'utilise plutôt... avec un porte-téléphone sur ton vélo. Ça s'appelle GeoVélo. Et en gros, l'idée, c'est que ce soit une appli comme Google Maps, mais vraiment orientée pour les cyclistes. L'idée, c'est que cette start-up qui a été créée en 2010 permet de calculer l'itinéraire vélo qui est le plus adapté, donc soit en termes de vitesse, soit en termes de sécurité. Donc il va peut-être, pour les itinéraires les plus sécurisés, il va te faire passer dans les endroits où tu as des pistes cyclables sécurisées. Et en plus, c'est basé sur des cartes améliorées aussi par la communauté. Donc c'est de l'outil, voilà, c'est logiciel libre. C'est pour ça qu'on parle du Waze du vélo.
Et donc voilà, si vous voulez regarder cette application pour votre prochain trajet ou de tourisme ou alors même pour aller travailler, vous pouvez regarder GeoVélo. Ça vous donnera une idée des itinéraires vélo peut-être un peu meilleurs que ce que vous pourriez avoir sur Google Maps ou autre. Voilà, c'est déjà la fin de notre podcast. Et on voulait vous remercier. Les chiffres de l'audience continuent de monter. On est très, très, très heureux. Nous sommes très ravis. On continue bien sûr d'enregistrer notre podcast tous les 15 jours avec une diffusion le lundi, tous les 15 jours. Et on est ravis si vous nous envoyez un petit message ou alors que vous nous mettiez un petit commentaire sur Apple Podcast notamment, pour faire connaître notre podcast. N'hésitez pas à le partager aussi sur Twitter, notre compte @tranche le chiffre de couple, et ou nous envoyer un mail, une beuglante électronique à tranche le chiffre de couple @gmail.com. Couple au singulier. Couple singulier dans les deux cas. C'est très confusant ça en fait. Ouais, couple singulier dans les deux cas, vous avez compris. Tranche de couple. Voilà, c'est ça. Comme le nom de notre podcast, c'est assez logique. Bonne continuation donc à toutes et à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, sortez masqués et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.